Je m'appelle Marguerite Fontaine. J'ai 89 ans. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans une belle maison vide au bord de la Loire, à Amboise, en devenant lentement prisonnière de ses murs. La peur ne venait pas du lieu lui-même. Elle venait du choix que je croyais avoir. Rester là, seule, ou me résigner à une maison de retraite. J'étais trop fière pour voir qu'il existait tout un monde entre les deux. Et je le regrette. Je regrette d'avoir attendu d'être acculée par une chute et la peur de ma famille pour même envisager d'autres chemins. Cela m'a coûté près de 2 ans, des années d'indépendance et de bonheur, perdues dans un isolement silencieux et anxieux. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Tout a commencé environ 3 ans après la mort de mon Pierre. La maison du quartier Saint-Thomas était pleine de lui, sa véranda, notre table de cuisine, mais vide de bruit. Mon fils Éric, qui vit à Tours, appelait tous les jours. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles, maman. » J'entendais la tension dans sa voix. Je lui disais que j'allais bien, que je lisais, que je me débrouillais. Mais l'escalier vers la chambre commençait à ressembler à une ascension. Et le silence entre 2 coups de téléphone, c'était un poids physique. Je m'asseyais, je regardais la Loire, et je sentais le calme m'écraser. Je me persuadais que cette lutte silencieuse était de l'indépendance. Mais la maison m'a montré à quel point cette indépendance était fragile. C'était un mardi. La lumière sur le fleuve était parfaite. Je voulais un livre précis, une biographie, sur l'étagère du haut dans la véranda de pierre. J'ai pris mon escabeau, une chose simple, domestique. Mais en me tendant, l'escabeau a vacillé. Pas un grand mouvement dramatique, juste un léger et terrible glissement. Et puis j'étais sur le tapis. Je n'ai pas perdu conscience. Je suis restée allongée là, regardant la lumière sur le fleuve, et la première vraie peur de ma vieillesse m'a submergée. Je n'étais pas gravement blessée. Une hanche contusionnée peut-être. La terreur ne venait pas de la douleur. Elle venait de ceci. Je ne peux pas appeler à l'aide. Mon téléphone était dans la cuisine. Éric était à un coup de fil. Mes 8 petits-enfants étaient dans le monde entier, mais ils auraient tout aussi bien pu être sur la lune. Alors, j'ai rampé. Sur le tapis, sur le parquet, par-delà l'embrasure de la porte. Cela m'a pris 20 minutes. 20 minutes de pure réalisation que ma détermination n'était pas de taille face à un escabeau bancal. Ce rampement a tout changé. Quand Éric est arrivé après mon appel haché, notre conversation à la vieille table de cuisine ne portait pas sur les livres ou les petits-enfants. Elle portait sur un bord de falaise que nous pouvions tous les deux voir. Éric s'est assis à la place de son père. Il a parlé de sécurité, de soutien, de communauté. Il n'a jamais prononcé les mots « maison de retraite », mais il flottait entre nous, aussi lourd que la table en chêne massif. J'ai vu sa peur faire écho à la mienne sur le tapis, et ma réponse, un orgueil têtu. J'ai dit non. J'ai vu ses épaules s'affaisser, l'espoir se vider de son visage. En essayant de ne pas être un fardeau, j'en étais devenu un entier. Nous sommes entrés dans une guerre froide. Ses appels sont devenus plus anxieux. Mon isolement est devenu plus défensif. Je gagnais la bataille de rester, et je perdais tout le reste. C'est alors que la cavalerie est arrivée, sous les traits de ma petite fille Camille. Camille a 24 ans, farouche comme son grand-père.
Elle n'est pas venue pour faire la leçon. Elle est venue avec un ordinateur portable et un défi. Mamie, tu es quelqu'un qui résout les problèmes. Tu as tout géré, cette maison, papa, tout. Regardons juste. Pas des endroits pour les vieilles personnes, des solutions. Elle appelait ça de la recherche. Elle a contourné l'inquiétude d'Éric et mon orgueil d'un seul coup, s'adressant à la part de moi qui était encore une femme déterminée et capable. Alors nous avons regardé. Et sur cet écran, j'ai vu s'ouvrir une porte vers un monde que j'avais refusé de croire possible. Camille m'a montré des options. Pas une, mais 6. Il y avait le cohabitat, où des personnes âgées partagent une communauté tout en ayant des logements privés. Les logements annexes, une petite maison dans le jardin d'Éric. Des programmes de colocation intergénérationnelle, des réseaux de voisinage solidaire, des résidences seniors avec une vraie vie collective. Chacune revenait moins cher qu'une maison de retraite. Chacune promettait du lien, pas seulement des soins. J'ai vu sur une photo un homme de mon âge entretenir un jardin potager partagé. Il avait l'air engagé. Il avait l'air d'avoir un but. J'ai senti une étincelle que je croyais éteinte. Une possibilité, le cohabitat à 30 minutes de là, ressemblait au murmure d'une nouvelle mission. Camille a vu mon intérêt. « On va le voir », dit-elle. Pas demander, pas persuader, voir. Nous y sommes allés un jeudi. Ce n'était pas une institution, c'était un quartier. Des petites maisons regroupées, des allées larges, une maison commune. Et il était là, l'homme de la photo, avec un grand chapeau de toile, en train de désherber les plants de tomates. « Le jardin partagé, dit-il en souriant. Moi, je fais pousser les tomates. Henriette fait les tartes. » Des gens nous saluaient de la main. On jouait aux cartes sur une terrasse. Ça ressemblait à la vie. Ça ressemblait à la communauté des logements militaires de ma jeunesse, mais conçue pour ce chapitre-ci. En rentrant, le silence dans la voiture était différent. Ce n'était plus seulement du vide, c'était un choix que je comparais désormais à quelque chose d'autre. J'ai invité Éric, pas à la table de cuisine, mais dans la véranda. J'ai regardé cette étagère, puis je l'ai regardé lui. J'avais tort. 3 mots plus difficiles à prononcer que n'importe quelle traversée à 4 pattes. Je lui ai parlé du cohabitat. Je ne lui ai pas demandé la permission. J'ai présenté un plan. Le soulagement sur son visage était comme un lever de soleil. Nous n'étions plus un problème et un inquiet. Nous étions des alliés, des éclaireurs sur une nouvelle campagne. Les démarches administratives constituaient la phase suivante. Dossier, finances, défaire toute une vie partagée avec Pierre. C'était une tâche monumentale, mais pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment d'avancer vers quelque chose, et non plus de fuir la peur. Éric venait avec ses documents, et nous travaillions ensemble à la table de cuisine, en équipe. L'argent de la vente de la maison de Saint-Thomas couvrirait largement l'achat du petit logement, avec une marge confortable. C'était, comme Camille l'avait promis, économique. Mais la partie la plus difficile, ce n'était pas les papiers, c'était les affaires. Toute une vie d'affaires. Les décorations militaires de Pierre dans une malle, les dessins des petits-enfants sur le réfrigérateur, mon vieux casque de vélo couvert de poussière. Que garde-t-on ? Que laisse-t-on partir ? Camille est venue un samedi pour m'aider. Elle ne faisait pas qu'emballer, elle posait des questions.
Raconte-moi l'histoire de ça, mamie. » Et je racontais. Elle écoutait, puis elle disait « L'histoire vit-elle dans l'assiette ou vit-elle en toi ?» Elle était sage, cette fille. Elle m'a aidé à voir que le souvenir de Pierre m'apportant des fleurs n'était pas dans le vase, il était en moi. Je pouvais l'emmener n'importe où. À chaque carton parti, la maison se vidait. Mais je me sentais plus légère. Le jour le plus difficile est arrivé, 1 semaine avant le déménagement. La maison n'était plus que des cartons, des échos. J'étais dans la véranda pour ce que je savais être la dernière fois vraiment. L'étagère était vide, le tapis roulé. Je suis restée là, regardant le fleuve, et ça m'a frappé. Pas le soulagement, le regret. Il est venu comme une vague si forte que j'ai dû m'asseoir par terre, exactement là où j'étais tombée. J'ai pensé à ces 2 années de silence obstiné, à tous les mardis matins que j'aurais pu passer à jouer aux cartes avec quelqu'un, tous les après-midi dans un jardin ou à prendre un café avec une voisine. J'avais échangé tout ça contre quoi? Le droit de dire que j'étais encore dans ma maison? C'était tellement stupide, tellement gâché. Et puis j'ai pensé à Pierre. J'ai parlé à la pièce vide. À quoi je m'accrochais, Pierre? Tu n'étais plus là. Tu n'es plus là depuis des années. La vérité de cela était une douleur physique. Je conservais un musée pour un fantôme, et j'en étais la seule visiteuse. J'avais été tellement déterminée à rester dans notre maison que j'avais oublié qu'il n'était pas dans les murs ni dans les parquets. Il était dans les histoires, il était en moi. Et je nous avais enfermés tous les deux dans ce beau tombeau silencieux. C'était le point de rupture. J'ai pleuré. Je n'en ai pas honte. J'ai pleuré pour le temps perdu, pour l'inquiétude dans les yeux d'Éric, parce que j'avais eu tellement peur de devenir un fardeau que je m'étais transformée en un problème à résoudre de loin. Camille m'a trouvée là. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste assise par terre à côté de moi, les jambes croisées comme une enfant, et a posé sa main dans mon dos. Nous sommes restés longtemps dans le silence, regardant la lumière changer sur la Loire. J'avais tellement peur, ai-je finalement dit. Ma voix semblait vieille et cassée. Je pensais que tout changement était une défaite. Je pensais que si je partais, j'admettais que c'était fini. Elle a gardé le silence un instant, puis « Mamie, tu as passé ta vie entière à t'adapter, les déménagements avec l'armée, apprendre à créer un foyer dans chaque nouvel endroit, trouver de nouvelles amies. Qu'est-ce que c'était ça, sinon exactement ça ?» Ces mots étaient simples, mais ils m'ont traversée. Elle avait raison. J'étais une vétérante du changement. J'avais dit au revoir à des maisons, à des amis, à des pays entiers. J'avais reconstruit une vie de zéro plus de fois que je ne pouvais en compter. Mais face à ce dernier changement nécessaire, je m'étais braquée. J'avais traité mon propre avenir comme un ennemi à repousser, plutôt que comme un nouveau poste à explorer. J'ai laissé mon orgueil me faire prisonnière, ai-je dit. C'était l'aveu complet, dit à voix haute. Tu n'es plus prisonnière maintenant, dit-elle. Mais je le ressentais encore. La pire partie n'était pas la peur des maisons de retraite. C'était l'aveuglement, le refus de voir. Éric avait essayé de me montrer, mais je n'avais vu dans sa peur qu'une menace à mon autonomie. Je n'avais pas vu son amour comme une corde qu'il me lançait. J'avais été si occupée à proclamer mon indépendance que j'avais coupé le lien qui la rend précieuse. J'ai pensé à l'homme au grand chapeau,
désherbant ses tomates. Il n'était pas seulement indépendant, il était interdépendant. Il y a une différence, une grande. L'indépendance, c'est tout faire soi-même jusqu'à ce qu'on ne le puisse plus. L'interdépendance, c'est savoir ce qu'on peut faire, accepter de l'aide pour le reste et offrir ce qu'on peut en retour. C'est une communauté, c'est un jardin partagé. J'avais passé ma vie dans des communautés, l'armée, ma famille, mon quartier. Mais j'avais décidé qu'à la toute fin, je devais me débrouiller seule, que faire appel à quoi que ce soit serait un échec. C'était un mensonge stupide, orgueilleux et solitaire. Et j'y avais cru. Pendant 2 ans, j'y avais cru. C'est ça qui m'a brisé le cœur, pas la chute, pas le rampement, l'aveuglement volontaire, les journées gâchées, silencieuses, effrayées. Camille m'a aidé à me lever. Mes genoux ont craqué. Nous sommes restés là, regardant vers l'extérieur. « Tu sais, dit-elle doucement, papy détesterait te voir aussi triste dans sa véranda. Il te dirait d'aller trouver où est la partie de cartes. » Elle avait raison. Pierre aurait été le premier à chercher des options. Il aurait eu des tableaux comparatifs. Il aurait déjà visité 3 endroits et s'y serait fait des amis. Il ne voyait pas le changement comme une fin. Il le voyait comme la prochaine aventure. Et moi, j'avais été tellement occupée à lui manquer que j'avais cessé d'agir comme quelqu'un qui avait appris de lui. Voilà le plein poids de ce que j'avais perdu. Pas seulement du temps, mon propre élan. J'avais laissé la vétérante déterminée et ingénieuse que j'étais s'enfouir sous la peur et l'entêtement. J'avais rétréci mon monde, et j'avais appelé ça de la force. Mais tandis que nous quittions la véranda pour la dernière fois, quelque chose d'étrange s'est produit. Le regret était toujours là, lourd et réel. Mais en dessous, je sentais autre chose. Une petite compréhension fragile, voir l'erreur, vraiment la voir, ressentir toute sa douleur, était la seule façon de ne plus jamais la faire. La seule façon de donner un sens à ces 2 années perdues. Cette compréhension était la clé qui avait enfin ouvert la porte. Voici donc ce que j'ai appris. J'avais tort de croire que les seules 2 options étaient l'isolement solitaire dans un musée de souvenirs ou l'abandon de mon autonomie à un établissement. Mon erreur était de croire que tout changement était une défaite, alors qu'en réalité, c'était juste le prochain mouvement stratégique. L'indépendance, ce n'est pas tout faire seul jusqu'à l'effondrement. C'est juste de l'isolement avec un air courageux. La vraie force, à 89 ans ou à n'importe quel âge, c'est de savoir ce qu'on peut gérer et avoir la sagesse de construire une communauté pour le reste. C'est de l'interdépendance. L'homme au grand chapeau désherbant ses tomates fait partie d'un écosystème. Il cultive, une autre fait les tartes, une autre répare peut-être un robinet qui fuit. Ils échangent des compétences et de la compagnie. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la logistique intelligente. Alors mon conseil direct, que vous soyez de mon âge ou que vous soyez un Eric ou une Camille qui regarde quelqu'un qu'il aime se trouver dans cette situation, n'attendez pas la chute. Ayez la conversation maintenant. Pas la conversation effrayante et urgente qui arrive après le départ de l'ambulance. Ayez la conversation de la curiosité, la conversation du « et si ». Asseyez-vous ensemble, non pas de chaque côté d'un champ de bataille d'inquiétude, mais en équipe d'éclaireurs. Regardez la carte.
car il n'y a plus que 2 destinations. Les 6 solutions que Camille et moi avons trouvées. Premièrement, le cohabitat, ce que j'ai choisi. Un quartier conçu pour le soutien mutuel, avec des logements privés mais des ressources partagées. Deuxièmement, le logement annexe. Une petite maison indépendante dans le jardin d'un proche. Vous restez proches, mais séparés. Troisièmement, les programmes de colocation intergénérationnelle. Quatrièmement, les réseaux de voisinage solidaire, où des bénévoles vous aident à rester chez vous avec des services et des liens sociaux. Cinquièmement, les résidences seniors avec activités et espaces collectifs. Et sixièmement, le cohabitat intergénérationnel, si vous aimez l'animation. Chacune revient moins cher qu'une maison de retraite, et chacune est conçue pour le bonheur, pas seulement pour la sécurité. Votre mission est de les regarder avant d'avoir peur. Soyez la vétérante de votre propre campagne de vie. Explorez le territoire, pendant que vous avez encore la force de choisir votre terrain. Vous avez du temps, pas forcément des décennies, mais vous avez cette année, vous avez aujourd'hui. Le soulagement que je ressens maintenant, sachant qu'un carré de jardin m'attend et une partie de cartes sur la terrasse, est profond. Mais il est mêlé de ce pincement à l'idée que j'aurais pu ressentir ça 2 ans plus tôt. J'ai troqué ces années contre le silence. Ne faites pas ça. Ne laissez pas la peur ou l'entêtement vous voler vos belles années. C'est pour ça que je vous raconte mon histoire. Cette chaîne est remplie de gens qui partagent ce qu'ils ont appris à la dure, pour que vous n'ayez peut-être pas à le faire. Si mon erreur, et le chemin qui m'en a sorti, vous a touché, je serais reconnaissante si vous vous abonniez et activiez les notifications. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi, vous retrouvez-vous face à cette falaise entre la solitude et la maison de retraite? Ou observez-vous un parent ou un grand-parent y faire face sans savoir comment l'aider? Peut-être avez-vous trouvé une autre solution, une 7e ou 8e option. Partagez-la. Votre expérience pourrait être la carte dont quelqu'un d'autre a besoin. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela indique à l'algorithme que cette conversation compte. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Un ami, un parent, un fils ou une fille qui s'inquiète. Si vous avez votre propre histoire à partager, il y a un formulaire dans la description. Les gens qui gèrent cette chaîne cherchent toujours de vraies histoires de vraies personnes. Remplissez-le. Peut-être la prochaine fois, ce sera vous que l'on écoutera. Et si vous voulez lire davantage, j'ai trouvé un livre incroyablement utile quand j'étais enfin prête à voir clairement. Il s'appelle « Le don des années » de Joan Chittister. Ce n'est pas un livre sur le déclin, c'est un livre sur le potentiel de ce chapitre de vie. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Ma nouvelle campagne commence le mois prochain. J'emporterai les livres de Pierre, mon vélo pour les allées larges et un jeu de cartes. Son fantôme sera dans les histoires que je raconterai à mes nouveaux voisins, et non dans les coins vides d'une maison trop grande pour une seule personne. Votre version de tout ceci est là, quelque part. Un endroit à la fois économique et heureux. Mais il faut être prête à le chercher avant d'être par terre, les yeux levés au plafond. N'attendez pas. Allez avoir cette conversation. Merci de m'avoir écouté.